Il le sentait. La pression, ce nœud dans l'estomac qui se serrait à chaque email reçu, à chaque appel manqué, à chaque regard en coin, c'était là, tapi dans l'ombre de sa productivité, un monstre invisible alimenté par l'attente, la compétition et cette soif insatiable de reconnaissance. Il se voyait parfois comme une marionnette, les fils tirés par des forces extérieures qu'il ne comprenait pas, des forces qu'il essayait désespérément de contrôler. Il se levait chaque matin avec la ferme intention de dompter la journée, de la plier à sa volonté, de cocher chaque case de sa liste interminable. Mais invariablement, le chaos s'insinuait. Un projet qui déraille, un client mécontent, une réunion qui s'éternise. Et à chaque fois, la frustration montait, le sentiment d'impuissance grandissait, le monstre se nourrissait. Il observait ses collègues, certains semblant glisser à travers la journée avec une aisance déconcertante, d'autres, comme lui, visiblement rongés par le stress. Il se demandait quel était leur secret. Comment faisaient-ils pour ne pas se laisser submerger? Comment parvenaient-ils à garder leur calme face à l'adversité? Il avait essayé. Il avait essayé la méditation, le yoga, la respiration profonde, des palliatifs temporaires, des pansements sur une plaie béante. Le problème ne venait pas de l'extérieur, il le savait. Le problème était en lui, dans sa réaction, dans son besoin obsessionnel de contrôle. Il se souvenait de son grand-père, un homme taiseux, paysan de son état. Un homme qui avait connu la guerre, la famine, la perte. Un homme qui semblait imperturbable, ancré dans une sagesse silencieuse. Il se demandait ce qu'il aurait pensé de ses angoisses modernes, de sa course effrénée après le succès. Il avait visité Rome il y a quelques années. Il avait été frappé par les statues, ces figures de marbre, impassibles, défiant le temps, les intempéries, les guerres, des symboles de force, de résilience, d'acceptation. Il s'était demandé ce qui les rendait si puissantes. Ce n'était pas leur taille, ni leur beauté, mais leur immobilité, leur silence, leur capacité à rester stoïque face à l'adversité. Il y avait quelque chose là, dans cette image, une leçon à tirer, un secret à percer. Mais il ne savait pas encore quoi. Il se sentait comme un explorateur, perdu dans une jungle dense, à la recherche d'un trésor caché. Il savait que le trésor existait. Il le sentait au plus profond, de lui. Mais il ne savait pas comment le trouver. Il continuait à se battre, jour après jour, contre ce monstre invisible. Il continuait à chercher, à tâtonner, à espérer. Il savait que la réponse était là, à portée de main. Il fallait juste qu'il apprenne à la voir, à la comprendre, à l'intégrer. Il fallait qu'il devienne, lui aussi, une statue. Pas une statue de marbre froide et insensible, mais une statue vivante, forte et résiliente, capable de faire face à toutes les tempêtes. Il pressentait que le chemin serait long et difficile, mais il était prêt à le parcourir. Parce qu'il savait que la récompense en valait la peine. La paix intérieure, la liberté, la sérénité, le secret stoïcien des statues. Pourtant, il ne suffisait pas d'admirer le marbre. Il fallait comprendre la genèse de cette force tranquille. L'acceptation, certes, mais pas une résignation passive, plutôt une reconnaissance lucide de ce qui échappe à notre emprise, une focalisation intense sur ce que nous pouvons influencer. Imaginez un navigateur pris dans une tempête. Il ne peut contrôler les vagues, ni le vent, mais il peut ajuster ses voiles, tenir fermement la barre et choisir sa route. De même, dans la tempête de la vie, notre force réside dans notre capacité à réagir, à nous adapter, à persévérer. En outre, il faut distinguer la maîtrise de soi du contrôle de l'environnement. La première est un muscle, qui se renforce avec l'exercice. La seconde est une illusion, un mirage qui nous conduit à la frustration et à l'anxiété. Considérez, par exemple, la critique. Elle est inévitable comme la pluie. On peut s'en offusquer, se sentir blessé, se laisser abattre. Ou bien, on peut l'accueillir comme une information, un retour objectif sur nos actions. On peut l'utiliser pour s'améliorer, pour grandir, pour devenir plus fort. C'est là, précisément, que réside la différence entre la victime et le stoïcien. Thèse, Laure, comment cultiver cette maîtrise de soi? Comment transformer la critique en opportunité? Il faut d'abord apprendre à identifier nos réactions automatiques,
ces réflexes émotionnels qui nous submergent avant même que nous ayons eu le temps de réfléchir. Ensuite, il faut les remettre en question, les analyser, les déconstruire. Est-ce que cette critique est fondée? Est-ce qu'elle est constructive? Est-ce qu'elle remet en cause ma valeur personnelle ou simplement une action spécifique? Par ailleurs, l'indifférence aux choses indifférentes est un pilier fondamental du stoïcisme. Bien sûr, certains événements sont désagréables, voire douloureux, mais ils ne définissent pas notre valeur. Notre valeur réside dans notre capacité à les surmonter, à en tirer des leçons, à continuer à avancer malgré tout. Pensez à un athlète qui se blesse. Il peut abandonner, se laisser submerger par le découragement, ou bien il peut se fixer un objectif, se concentrer sur sa rééducation et revenir plus fort qu'avant. C'est cette résilience, cette capacité à rebondir, qui fait la différence. De surcroît, il ne s'agit pas de nier les émotions. La tristesse, la colère, la peur sont des émotions humaines, naturelles. Il s'agit plutôt de ne pas se laisser dominer par elles, de ne pas les laisser dicter nos actions. Apprendre à les observer, à les comprendre, à les accepter sans les juger. C'est un travail de longue haleine, un apprentissage constant, mais c'est un apprentissage essentiel pour atteindre la sérénité. Ainsi, l'image de la statue prend une nouvelle dimension. Non plus une simple figure de marbre, mais un symbole de force intérieure, de maîtrise de soi, d'acceptation. Une invitation à devenir, non pas insensible, mais inébranlable. Une invitation à trouver, au plus profond de nous-mêmes, la source de notre propre pouvoir. En tissant ces fils, en laissant les couleurs de l'expérience se fondre les unes dans les autres, une image plus complète émerge. Non pas un tableau achevé, figé dans sa perfection, mais plutôt une mosaïque en constante évolution, où chaque tesselle, chaque fragment de compréhension contribue à la richesse de l'ensemble. L'écho des statues résonne différemment, désormais non plus comme un appel à l'immobilité, mais comme une invitation à l'équilibre. En considérant ce chemin parcouru, il devient évident que la quête de la sérénité n'est pas une destination, mais une navigation. Un art de la voile, pour ainsi dire, où l'on apprend à lire les vents contraires, à ajuster son cap, à utiliser les forces qui nous entourent pour avancer, même lorsque le ciel s'obscurcit. L'armure que l'on forge n'est pas une carapace, impénétrable, mais un exosquelette flexible, capable de s'adapter aux chocs, de se réparer, de se renforcer à chaque épreuve. À la lumière de ces réflexions, le regard se porte instinctivement vers l'horizon, non pas avec l'impatience de celui qui cherche une solution miracle, mais avec la sérénité de celui qui comprend que le voyage est aussi important que le but. L'attente se transforme en acceptation, la frustration en curiosité, la peur en force. On cesse de se battre contre le courant pour apprendre à nager avec lui. Envisageons un jardin. On ne peut contrôler la météo, ni empêcher les mauvaises herbes de pousser. Mais on peut cultiver la terre, semer des graines, arroser les plantes, les protéger des intempéries. De même, dans le jardin de notre esprit, on ne peut contrôler les pensées qui surgissent, ni empêcher les émotions négatives de nous envahir. Mais on peut cultiver la conscience, semer des idées positives, arroser la gratitude, protéger notre esprit des influences toxiques. Reflétons sur cette traversée jusqu'ici. L'apprentissage essentiel n'est pas tant d'éviter les tempêtes, mais de savoir danser sous la pluie. L'important n'est pas de supprimer toute vulnérabilité, mais de trouver la force dans l'acceptation de sa propre fragilité. L'enjeu n'est pas de rechercher une perfection illusoire, mais de tendre vers un équilibre dynamique, une harmonie en mouvement. Alors que nous nous approchons du terme de cette exploration, il est clair que le véritable défi réside dans la mise en pratique. Non pas dans l'accumulation de connaissances théoriques, mais dans l'intégration de ces principes dans notre vie quotidienne. Dans la transformation de la sagesse stoïcienne en une force active, capable de façonner notre réalité, de nous guider vers une existence plus riche, plus sereine, plus authentique. Le secret stoïcien des statues, donc, ne réside pas dans la froideur du marbre, mais dans la chaleur du feu intérieur. Un feu qui brûle sans consumer, qui illumine sans aveugler, qui réchauffe sans étouffer. Un feu alimenté par la conscience, la maîtrise de soi, l'acceptation.
un feu qui transforme les épreuves en opportunités, les faiblesses en force, les doutes en certitude. Un feu qui nous permet de devenir les architectes de notre propre sérénité. Il ne s'agit pas d'atteindre un état d'impassibilité, une sorte d'ataraxie détachée du monde et de ses émotions. Au contraire, il s'agit d'apprendre à vivre pleinement, intensément, en embrassant toutes les facettes de l'expérience humaine, avec ses joies et ses peines, ses réussites et ses échecs. Il s'agit d'apprendre à naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie, sans se laisser submerger par les vagues, sans perdre de vue l'étoile qui guide notre chemin. L'image de la statue, revisitée, prend alors une nouvelle signification. Elle n'est plus seulement un symbole de force et de résilience, mais aussi un symbole de transformation et d'évolution. Elle représente notre capacité à nous métamorphoser, à nous réinventer, à devenir la meilleure version de nous-mêmes malgré les obstacles et les difficultés. Elle nous rappelle que nous sommes tous, à notre manière, des œuvres d'art en devenir, des sculptures en cours de réalisation. Le véritable défi, en définitive, est de ne pas se laisser enfermer dans une image figée, dans une définition préétablie de soi-même. Il est de rester ouvert au changement, à la nouveauté, à l'inattendu, d'accepter de se remettre en question, de se déconstruire, de se reconstruire, encore et encore. De ne jamais cesser d'apprendre, de grandir, de progresser. Ainsi, le stoïcisme n'est pas une doctrine rigide, un ensemble de règles à suivre à la lettre. C'est plutôt une philosophie de vie, une invitation à la réflexion, une source d'inspiration. C'est un cheminement personnel, une quête intérieure, une aventure sans fin. C'est une manière de voir le monde, de se voir soi-même, de vivre sa vie avec plus de sagesse, de sérénité et de liberté. La véritable pratique commence maintenant. Non pas dans l'isolement d'un ermitage, mais dans le tumulte de la vie quotidienne. Non pas dans la recherche d'une perfection inaccessible, mais dans l'acceptation de notre propre imperfection. Non pas dans la fuite des émotions négatives, mais dans leur transformation en source d'énergie et de croissance. Non pas dans la passivité d'une résignation amère, mais dans l'action éclairée d'une volonté déterminée. Laissez le feu intérieur vous guider. Laissez le marbre stoïcien se polir au fil du temps. Votre statue, unique et précieuse, attend d'être révélée.